Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va s'intéresser au Wild Bootstrap avec RStudio. Donc, si vous suivez ma chaîne et ma série de vidéos sur les simulations économétriques, vous avez vu que j'ai déjà posté en ligne une vidéo où j'explique un petit peu c'est quoi le Wild Bootstrap et comment le Wild Bootstrap peut être utilisé pour estimer des valeurs pour les coefficients, donc des écarts-types pour nos coefficients, des distributions, lorsqu'on est en situation où on a de l'hétéroscédasticité. Ce que je vais faire dans cette vidéo aussi, c'est qu'on va laisser le côté théorique en arrière de nous et on va se concentrer sur le niveau empirique. Donc, on va regarder comment est-ce qu'on est capable d'appliquer une fonction de Wild Bootstrap avec RStudio. Donc, voici ce qu'on va faire. On va commencer par importer ensemble des données avec de l'hétéroscédasticité, et on va faire une estimation d'un modèle linéaire avec ce modèle-là. On va également faire une estimation robuste du modèle linéaire, donc en intégrant une matrice de variance-covariance qui est estimée grâce à la matrice de White. Donc ça, c'est ce qu'on va faire au début. Ensuite, on va utiliser un Wild Bootstrap pour vérifier la distribution des paramètres et on va la comparer à la méthode robuste. Donc si vous avez suivi la vidéo théorique que j'ai fait précédemment, vous savez qu'on devrait s'attendre essentiellement à ce que mon Bootstrap me donne des résultats pratiquement identiques à ce que je vais avoir estimé en estimation linéaire et robuste. Pourquoi? Parce qu'on avait vu que le Bootstrap, dans des modèles de régression linéaire, dans le fond, ce qui va se passer, c'est que mon Bootstrap va me générer une matrice de variance-covariance qui va converger vers la matrice de White. Donc, je devrais m'attendre à avoir des résultats très sensiblement pareils. Et donc, on va embarquer là-dessus tout de suite. Avant, ça va nous prendre quelques librairies. Ça va vous prendre la librairie Sandwich et LMTest. Donc, ces deux librairies-là vont me permettre de faire une estimation robuste de mes coefficients. Donc, ça va me permettre de faire l'équivalent de la fonction robust quand vous êtes dans Stata. Donc, dans Stata, si vous faites une régression linéaire et vous appelez la commande robuste, eh bien, ce que RStudio va faire, ce que Stata va faire, c'est qu'il va générer une matrice de variance-covariance de White. Ensuite, ça va vous prendre la librairie Wooldridge. Donc, la librairie Wooldridge, moi, va me permettre d'aller chercher des données. Donc, je vais aller chercher une base de données de la librairie Wooldridge où on va avoir justement un problème d'hétéroscédasticité. Et ça va me prendre la librairie LMBoot. Donc, LMBoot, c'est une librairie, c'est un package où vous avez plusieurs implantations des bootstraps dans des modèles linéaires. Donc, ça va me prendre ces quatre librairies-là. Si vous n'avez pas les librairies, vous pouvez aller les chercher dans les packages, donc Install Packages, et vous marquez les librairies dont vous avez besoin. Donc, ça peut vous prendre la librairie Sandwich, et vous pouvez, par exemple, l'installer. Donc, moi, je ne l'installerai pas, c'est déjà fait tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais importer mes données, et après ça, je vais vous montrer un petit peu les données avec lesquelles je travaille. Donc, moi, ce que je travaille, c'est que je vais travailler avec une base de données sur les salaires, donc sur les salaires wage, en fonction. Donc, essentiellement, c'est une base de données. J'ai 526 observations où on observe le salaire horaire des individus et on essaie de regarder ce qu'on est capable de prédire le salaire horaire des individus en fonction de leur niveau d'éducation, leur niveau d'expérience, à savoir, est-ce que c'est des personnes caucasiennes, est-ce que c'est des femmes, est-ce qu'ils sont mariés, etc. Donc, j'ai plein de données comme ça sur mes individus. Moi, j'en ai seulement gardé une, et c'est l'éducation. Donc, moi, je vais essayer de prédire le salaire en fonction de l'éducation, et je vous ai mis un graphique pour vous montrer un petit peu c'était quoi la relation. Donc, ce qu'on semble voir, c'est effectivement une droite ici, qui me montre que plus vous avez un niveau d'éducation élevé, plus vous semblez effectivement avoir un salaire élevé. Mais par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'au début, j'ai pas beaucoup de variance dans mes données. Donc mes données varient pas beaucoup. Mais quand j'arrive vers plus d'années d'éducation, bien là, on commence à avoir des extrémités. Donc je peux avoir des salaires très faibles, comme je peux avoir des salaires qui sont très élevés. Donc j'ai effectivement, à première vue, un problème d'hétéroscédasticité que je vais vouloir corriger. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est qu'on va aller regarder un petit peu dans un modèle linéaire à quoi ça ressemble cette relation-là. Donc mon modèle, j'appelle la fonction LM, et mon équation, c'est le salaire en fonction de l'éducation. Donc, je roule ma ligne de code. Vous devriez voir arriver dans votre environnement de travail votre modèle. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller chercher un sommaire de mon modèle. Donc, sans surprise, je vois que le niveau d'éducation a un effet positif sur les salaires. La question que je me pose ensuite, c'est est-ce que cet effet-là est effectivement robuste? Donc là, je regarde l'écart type et je vois que mon écart type est égal à 0.05. Donc ça laisse croire effectivement que j'ai une bonne p-value
et que mon coefficient est très, très robuste. La question que je me pose ensuite, c'est, moi je sais que j'ai de l'hétéroscédasticité dans ce modèle-là. Donc, est-ce que ces coefficients-là sont effectivement robustes? Et donc, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais appeler la fonction coeftest, donc coeftest, et je vais lui intégrer comme premier argument mon modèle linéaire. Donc, vous, si vous aviez appelé votre modèle autre chose qu'un modèle, vous mettriez à ce moment-là cet argument-là. Et ensuite, je vais aller chercher la matrice de variance-covariance, qui va être une matrice de variance-covariance, HC, générée avec mon modèle. Et le type ensuite de matrice de variance-covariance va dépendre des méthodes d'estimation. Donc, les types vont dépendre beaucoup. Vous avez par exemple la matrice de White, qui est généralement une des plus utilisées parce que c'est une des premières qui a été créée, mais vous avez quelques variances, dont celle de McKinnon. Mais quand vous mettez HC1 à ma mémoire, c'est la matrice de White que vous utilisez. Donc, je roule cette ligne de code-là, et voici ce qu'on trouve. Qu'est-ce que je retrouve? C'est que je retrouve mon tableau d'estimation, mais cette fois-ci, on remarque que l'écart type a changé. Donc, j'ai les mêmes estimations, parce qu'on sait qu'en hétéroscédasticité, les moyennes carrées ordinaires ne donnent pas de biais sur les coefficients. C'est juste l'écart type qui va être mal évalué, et on se rend compte qu'effectivement, mon écart type est plus important lorsque j'ai une estimation robuste. Donc ça, c'est ce qu'on est capable de faire de façon analytique. On n'a pas fait de bootstrap du tout jusqu'à présent, on a juste utilisé des fonctions linéaires et des estimations analytiques d'une matrice de variance-covariance pour obtenir des écarts types robustes. Maintenant, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va regarder la fonction wildboot. Donc, je m'en vais dans mon package lmboot et je m'en vais chercher la fonction wildboot. Qu'est-ce que je fais ensuite? Ce que je fais, c'est que je vais aller chercher mon premier argument. Mon premier argument, ça va être un modèle linéaire. Donc, je dois le spécifier ici. Moi, c'est le salaire en fonction de l'éducation. Mon deuxième argument, ça va être B est égal à 5000. Ça veut dire que je vais faire 5000 bootstraps. Ensuite, je vais utiliser un seed, 1, 2, 3. Si vous utilisez le seed, ça va vous permettre de toujours refaire les mêmes estimations avec les mêmes valeurs de calcul. Donc, si vous voulez suivre exactement les mêmes paramètres que moi, utilisez le seed et on devrait avoir les mêmes résultats. Donc, ça, c'est ce que j'avais ici. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est le package. Donc, quand vous allez dans la fonction d'aide sur RStudio, vous pouvez toujours aller chercher de l'information sur vos fonctions. Donc, moi, j'aime ça faire ça parce que ça me permet de voir c'est quoi les autres arguments que je n'ai pas utilisés. Donc, moi, je n'ai pas utilisé l'argument data. Pourquoi? Parce que j'ai déjà attaché mes données à mon environnement de travail. Ensuite, j'ai utilisé un seed et je n'ai pas utilisé la boot distribution. Donc, ça veut dire quoi? On se souvient théoriquement dans le Wild Bootstrap qu'on multiplie nos erreurs dans notre régression linéaire pour générer des pseudo-échantillons. On multiplie notre erreur par une distribution qui va avoir une moyenne nulle et une variance unitaire. Donc ensuite, ce que ça veut dire ici, dans le fond, ce qu'on est en train de faire avec boot distribution, c'est qu'on spécifie une distribution qui va avoir justement une moyenne nulle et une variance unitaire. Remarquez par contre que dans ces distributions-là, je n'ai pas les distributions plus traditionnelles de Radmacher ou celles de Mamen. Donc ça, c'est des distributions que j'aurais aimé voir dans le package, mais qui malheureusement ne sont pas intégrées. Pour l'instant, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème, pourquoi? Parce que les moments qui sont les plus essentiels à capturer comme il faut, c'est la moyenne et la variance. Donc, moyenne de 0, variance de 1, ça c'est essentiel. Ça vous prend ça absolument, ces deux moments-là. Donc, une fois que j'ai ça, donc en ne mettant pas l'argument, moi, par automatiquement, on va choisir la distribution normale. Mais changer de distribution ne devrait pas affecter nos paramètres de façon significative. Donc, je roule la fonction pboot. Donc, vous voyez, j'ai fait mes 5000 bootstraps. Ça a quand même été rapide. Mon modèle est enregistré dans mon environnement de travail. Naturellement, plus vous avez de données dans votre base de données, donc si au lieu d'avoir 526 observations, j'en avais 10 000, ça prendrait beaucoup plus de temps. Donc ça, c'est fait. Une fois que ça c'est fait, je m'en vais chercher, je peux vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans la fonction plutôt. Donc dans la fonction, vous avez vous avez 4 listes. Vous avez une première liste ici, les boot estimated parameters. C'est une matrice de 500 lignes, de 5000 lignes par contre, et de 2 variables. Ce que ça fait, ça essentiellement, de 2 colonnes. Chaque colonne représente un paramètre, donc mon intercept et mon coefficient pour l'éducation, et vous avez 5000 lignes. Donc pour chacun de mes bootstraps, ce que le logiciel fait, ce que le package fait, c'est qu'il enregistre la valeur estimée par moyenne carrée ordinaire pour mon pseudo-échantillon. Et il fait ça 5000 fois, et ces données-là sont enregistrées dans ma matrice boot estimated parameter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sortir ces paramètres-là
et je vais les rentrer dans un data frame qu'on va pouvoir observer ensemble. Donc vous voyez, mon button parameters, c'est mes 5000 sorties, c'est mes 5000 sorties où j'ai la valeur de mes coefficients pour chacun de mes bootstraps. Donc ça va me permettre d'établir une distribution empirique. Ensuite, je vais aller isoler juste la variable éducation. Comme ça, on va avoir un seul vecteur. Donc ça, c'est les 5000 estimations du paramètre qu'on voit ici, là, du paramètre d'éducation pour mes 5000 simulations. Donc tout est en ordre. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller chercher la moyenne de ces paramètres-là et je vais aller chercher leur variance. En fait, leur écart type. Donc déjà, la moyenne, on remarque que la moyenne est relativement proche de ce qu'on avait trouvé avec l'estimation des moyennes corps ordinaires. Donc 0.5417, 0.54136, c'est pratiquement la même chose. Donc ça veut dire que notre modèle n'a pas de biais. Et ensuite, mon écart type ici est égal à 0.061. 61 soit 61,06. Et donc, eux, c'est égal à 0,612. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le modèle linéaire, sans bootstrap, avec une matrice de variance-covariance qu'on est capable d'estimer de façon analytique, me donne pratiquement le même résultat que ce que j'ai trouvé avec la matrice de variance-covariance que j'ai simulée, en fait, que j'ai trouvé de façon analytique. Et ça ramène le résultat qu'on avait déjà discuté théoriquement. Ça veut dire que ça ne sert absolument à rien de faire un bootstrap par un wild bootstrap pour un modèle avec hétéroscédasticité lorsque vous êtes capable d'analytiquement estimer une matrice de variance-covariance, parce que vous allez aller chercher exactement le même résultat de façon asymptotique. Donc, quand B est égal à 10 000, 1 million, plus vous avez de bootstrap, plus vous allez vous rapprocher de la matrice de White. Donc, tout ce que vous faites avec votre wild bootstrap, c'est que vous introduisez une erreur. Vous introduisez une erreur du fait que moins vous avez de bootstrap, plus vous avez de chances de vous tromper dans votre estimation de la matrice de White. Donc, dans un modèle d'une régression linéaire, par exemple, utiliser le wild bootstrap, c'est complètement ridicule, ça ne sert absolument à rien, autre que d'introduire de l'erreur. On note aussi que le wild bootstrap ne sera pas utile dans ce cas-ci, parce que justement, ça va prendre des ressources computationnelles. Donc moi, j'ai roulé 5000 simulations, ça s'est fait quand même rapidement, pour deux raisons. D'abord parce que j'ai un bon ordinateur, et ensuite parce que je ne travaille pas avec une grosse base de données. J'ai juste 526 observations. Mais si vous aviez travaillé avec 10 000, 20 000, 30 000 observations, eh bien là, ça aurait commencé à prendre beaucoup de temps à évaluer votre modèle. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas le wild bootstrap dans des applications au baccalauréat, tout simplement parce que c'est juste pas utile. Comme j'ai un vecteur ici de paramètres pour mon estimation de l'éducation, ce que je peux faire par contre, c'est d'aller chercher des quantiles. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher un intervalle de confiance, donc à 2,5% et 97,5%. Et donc, quand j'ai mes quantiles, ce qu'on remarque, c'est que je suis capable d'avoir un intervalle de confiance. Donc ça, c'est quand même intéressant quand vous travaillez avec, des observations simulées. Mais essentiellement, ce qu'on a été capable de prouver dans cette vidéo-ci, c'est que le wild bootstrap n'a pas nécessairement son utilité pour des modèles qui sont linéaires. Pourquoi? Parce que quand on a un modèle linéaire, on est facilement capable de calculer une matrice de covariance. Par contre, lorsque vous allez avoir des problèmes qui sont non linéaires ou des régressions un petit peu plus particulières, c'est là que vous pourriez avoir envie de mettre en place un modèle wild bootstrap.